Alors, bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose de fascinant, l'infrastructure invisible qui, dans le sport pro, fait vraiment la différence entre gagner et perdre. Et tout se résume à ça en fait. Dans le sport de haut niveau, où tout se joue à rien, une seule erreur de communication, eh bien, ça peut être la différence entre le titre de champion et la défaite la plus amère. Quand on regarde un match, on voit la force, la vitesse, le talent, mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Ce qui se cache en dessous, c'est un système bien plus complexe. C'est un peu le système nerveux de l'équipe, tout son écosystème de communication. Et il ne faut pas s'y tromper, hein. La communication dans le sport, ce n'est pas juste une soft skill, comme on dit. Non, non. Aujourd'hui, c'est un vrai système presque militarisé qui s'inspire de domaines où l'erreur n'est pas permise, comme l'aviation ou le commandement militaire. Alors où est-ce que ça commence tout ça? Eh bien, la première bataille pour une bonne communication, elle ne se joue pas sur le terrain, non, elle se joue bien avant, dans les vestiaires. Des vestiaires qui, aujourd'hui, sont de plus en plus mondialisés. Regardons un exemple concret, la Première Ligue anglaise. C'est assez fou, mais plus de 57% des joueurs ne sont pas anglais. Ils viennent de 66 pays différents. Imaginez un peu le casse-tête linguistique que ça représente au quotidien. Forcément, cette diversité, c'est un risque énorme. On peut vite voir des petits clans se former selon les langues, et là, c'est la fin de l'unité de l'équipe. La chimie sur le terrain, on peut l'oublier. Du coup, les clubs n'ont pas le choix, ils doivent mettre en place de vraies stratégies. Des interprètes qui sont bien plus que des traducteurs, des plateformes numériques pour apprendre la langue, bref, toute une organisation. Mais sur le terrain, dans le feu de l'action, pas le temps pour des phrases compliquées. Alors les équipes développent leur propre jargon, une sorte de dialecte simplifié qu'on appelle le Teamlect. C'est un mélange de la langue du club et de termes techniques hyper directs. Et très souvent, même dans des clubs non anglophones comme le Bayern Munich, c'est l'anglais qui s'impose comme langue de base pour les consignes. Bon, maintenant, allons sur le terrain. C'est là que ça devient vraiment intéressant. La communication est réduite à sa plus simple expression. C'est un langage codé fait pour être compris en une fraction de seconde. Prenons le foot. Le langage est parfois d'une économie brutale. Une expression comme « passe à l'hôpital », tout le monde comprend tout de suite. Ça décrit parfaitement la situation, une passe moisie qui met son coéquipier en grand danger. Et puis il y a les commandes instantanées. Un joueur sur toi, c'est une alerte immédiate, vitale. Un tourne, ça veut dire que le champ est libre. Et parfois, quelques mots suffisent à résumer toute une stratégie. Quand on dit « garer le bus », on a l'image exacte de l'équipe recroquevillée en défense. Au basket, c'est encore plus condensé. Un seul mot crié sur le parquet, comme ice par exemple, et hop, les 5 défenseurs savent exactement ce qu'ils doivent faire, comment se positionner. C'est une coordination instantanée. Et ce qui est fascinant, c'est que ce langage évolue avec le jeu. Avant, on avait des défenses plus passives, comme le drop, où le défenseur recule pour protéger le panier. Mais avec l'explosion des shooters à 3 points, il a fallu s'adapter. D'où l'apparition de tactiques beaucoup plus agressives, comme le edge ou le blitz, pour aller chercher le porteur de balle beaucoup plus haut. Changeons de sport. Au baseball, sur une balle haute, le risque de collision entre coéquipiers est énorme. Pour éviter ça, il y a une hiérarchie de commandement, mais alors une hiérarchie non négociable. L'appel du joueur de champ centre est la loi, absolue. S'il crie « G », tout le monde s'écarte. Point. Ok, on a parlé des joueurs, mais il y a d'autres acteurs clés. Les arbitres. Eux, leur communication, c'est tout un art. Leur job, gérer et désamorcer les conflits avec des athlètes, multimillionnaires et pas franchement connus pour leur calme. Cette phrase « on est dans le pétrin jusqu'au cou maintenant », elle est incroyable. Elle a fuité d'un enregistrement audio d'un arbitre de baseball. On l'entend littéralement avouer la pression qu'il subit en expliquant qu'une de ses décisions, hyper controversée, est en fait justifiée par les attentes de la Ligue. Ça en dit long. Et pour gérer cette pression, les arbitres sont formés. Ce sont de vrais médiateurs. Ils ont des techniques bien précises pour faire redescendre la tension. Ça va du mot à part en prenant un joueur de côté, à un langage corporel très ouvert pour ne pas paraître menaçant, jusqu'à la technique du disque rayé, répéter la même chose calmement pour ne pas rentrer dans une dispute. Bon, et l'avenir dans tout ça ? L'avenir, il est clairement numérique. On est en train de passer des signaux humains, parfois ambigus, à une clarté et une précision technologique. On se souvient tous du problème. Au baseball, pendant des décennies, on communiquait par signes. Et ce système, il était faillible. Le scandale des Houston Astros l'a montré de façon éclatante. Il décodait les signes du receveur et tapait sur des poubelles pour prévenir le batteur. De la triche, pure et simple. Et la solution, la voilà, le pitchcom. Fini les signes de la main. Maintenant, le receveur a un petit boîtier au poignet, il appuie sur un bouton et le lanceur entend la consigne directement dans une oreillette cachée dans sa casquette. Balle rapide, ôté intérieur.
C'est simple, c'est crypté, ça élimine la triche et les malentendus, c'est une petite révolution. Mais attention, même si la technologie apporte une clarté parfaite, elle ne remplacera jamais tout. Le cœur du sport, ça reste l'humain. L'émotion brute d'un discours dans le vestiaire, ou cette discussion de 30 secondes sur le monticule entre le lanceur et son receveur pour se redonner confiance. Ça, c'est irréductible. Alors voilà, la technologie nous apporte une précision quasi parfaite. Mais ça laisse une question en suspens, une question assez vertigineuse. Qu'est-ce qu'on perd, au fond, quand cet art de la communication, avec toutes ses imperfections, mais aussi toute son humanité, est peu à peu remplacé par des machines?